Tiens, le podcast qui commence par le début. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage d'Alphonse, qui utilise son pseudonyme habituel. À travers un parcours scolaire intensif et un vécu sentimental finalement assez tardif, Alphonse nous partage un témoignage plein de bonne humeur, dévoilant son introduction aux relations plurielles de façon très progressive. Comme d'habitude, si ce podcast vous semble intéressant, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Vous pouvez également participer à son financement en allant sur mon compte Patreon. Le lien est comme d'habitude en description. Sur ces bonnes paroles, je propose maintenant d'écouter Alphonse. Restez en ligne. Bonjour Alphonse. Bonjour. Je vais te laisser faire ta propre présentation pour commencer. Bonjour, donc je suis Alphonse, j'ai 37 ans, je suis mère solo et je suis prof d'SVT en ce moment. D'accord. Tu m'as dit qu'il y avait une histoire derrière le prénom Alphonse ? Alors, Alphonse, c'est un prénom que j'ai pas choisi, exactement comme mon prénom de naissance. J'étais sur un groupe communautaire qui s'appelle Parano, pour ceux qui connaissent, et qui est basé en Belgique, où on allait faire la fête régulièrement. Et il y avait sur des tickets d'entrée, il y avait des numéros, et une fois, c'était pas des numéros, c'était des noms de personnes de l'armée, et le prénom de la personne que j'avais, c'était Alphonse, et c'est resté comme étant mon prénom. Voilà. D'accord, c'est une jolie histoire. Donc du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'amour lors de tout ce qui est maternel, et puis on peut prolonger jusqu'à l'école élémentaire aussi. Du coup, j'ai pas une définition stricte de ce que c'est que l'amour. Déjà, je le différencie pas vraiment de l'amitié. Pour moi, c'est assez proche et surtout, ça va ensemble. J'ai eu des relations qualifiées d'amoureuses par les adultes en maternelle. J'ai pas de souvenir de ma maternelle, donc je peux pas dire. Je sais qu'il y avait un garçon avec qui j'étais en relation amoureuse où on se tenait la main, on se faisait des bisous, mais je sais pas plus que ça. Et ensuite, j'ai eu une relation de 3 ans avec un garçon de ma classe qui s'appelait Bastien et c'était du CP au CE2. Voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé quand il y a eu séparation ? Alors en fait la séparation c'est juste qu'il a déménagé, donc il est parti avec sa famille. Lui il est resté sur une relation, enfin il était très amoureux de moi et il était toujours dans ces choses-là, on se téléphonait un peu de temps en temps. Et moi en fait juste je l'aimais toujours bien, hein, c'était pas du tout un souci, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'autres gens dans la classe et dans l'école et du coup j'ai expérimenté d'autres choses. Avec lui notre définition de la relation c'était on se tient par la main, on se fait un bisou le matin, un bisou le soir pour se dire au revoir sur la bouche. Et c'est à peu près tout, ça nous engageait pas beaucoup sur le temps de la journée. Mais on avait accepté de faire un mariage pour la fête de fin d'année de CP par exemple ensemble, des choses comme ça. Et il avait exigé que ce soit moi parce que ça devait être une autre copine de classe à l'époque. D'accord, et pourquoi ça devait être quelqu'un d'autre ? Alors c'est la prof qui avait décidé. En fait non, moi je voulais pas être habillée en robe. Enfin concrètement je voulais pas être habillée en mariée parce que les robes blanches tout ça a jamais été mon truc. Et donc moi ça me saoulait un peu puis j'avais pas envie d'avoir ce rôle-là, ça m'intéressait pas. Sauf que il a dit que la seule personne à qui il voulait bien tenir la main c'était moi. Et du coup, on m'a affublé de la robe un peu trop courte et on m'a forcé à me marier à 6 ans. Voilà. Du coup, je suis mariée, donc je ne suis plus à prendre. Désolée pour tous ceux qui pourraient imaginer quoi que ce soit, c'est déjà fait. Voilà. Mais c'est rigolo parce que à la fois, je pense que c'était pas un vrai mariage, en fait c'était un spectacle de fin d'année oui, en fait. C'est ça. Voilà, d'accord. Mais en même temps, quand tu dis la phrase on m'a forcé à me marier, ça a des échos très négatifs dans ma tête. Clairement, en fait, moi je voulais pas de cette robe, je voulais pas faire ça, je voulais pas y aller. Et c'était un mariage avec tout ce que le mariage a. Lui, il avait un chapeau de forme noire, moi j'étais en robe blanche un peu trop courte. Enfin, c'était vraiment un mariage singé, quoi. Sauf que comme on était ensemble, à la fin, nous, on s'embrassait sur la bouche, donc en fait, on l'a fait devant tout le monde. Forcément, c'est quand même un peu particulier, quoi. Oui, j'imagine la réaction des parents s'ils étaient pas au courant, en plus. Oh, mais tout le monde savait. Bon, les parents, ils ont fondu, on avait 6 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. De petites 6 ans qui acceptent de s'embrasser sur la bouche, tout le monde était content, hein, je veux dire. Et donc, après son départ, ça s'est bien passé ? Alors, pour moi, il n'y a pas eu de... Enfin, je me souviens pas du tout d'une rupture ni de problème, en fait. Enfin, il m'a pas manqué spécialement. Moi, j'étais de toute façon un enfant qui naviguait entre les garçons, les filles et entre les groupes. J'étais pas dans un groupe prédéfini. Donc, du coup, en fait, j'avais plein de possibilités et de relations autres que lui autour. C'est juste que ça m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres gens un peu plus, quoi. Et faire des bisous à d'autres personnes. D'accord. Voilà. Scolairement, ça s'est passé comment, cette partie de ta vie ? Scolairement, moi, j'étais une très très bonne élève.
malgré ma dysorthographie, qui à l'époque était appelée dyslexie parce qu'on faisait pas la différence. Du coup, c'était assez compliqué. Alors en primaire ça allait, mais ma dysorthographie s'est décompensée à 8 ans, donc c'est très tard. Donc je peux pas je peux pas récupérer un niveau en fait. C'est-à-dire que je me suis améliorée avec 11 ans d'orthophonie, mais j'aurais jamais un niveau parfait que j'aurais pu avoir, ou meilleur en tout cas que j'aurais pu avoir si j'avais été détectée plus tôt. Mais les signes n'étaient pas assez forts avant. Et du coup, au niveau scolaire, j'avais à la fois le côté je suis excellente élève et à la fois des profs qui se moquaient de moi ou qui me prenaient pas au sérieux. Et ça m'a suivi pas mal dans ma scolarité. Tu finis tout ce qui est école élémentaire. T'arrives au collège, ça se passe comment? Alors au collège, c'est un peu différent parce que du coup, en primaire, comme je disais, je naviguais d'un groupe à l'autre. Donc je faisais du football à la récré et en même temps, je pouvais aller discuter avec les filles. Je passais vraiment d'un groupe à l'autre sans aucun souci et ça posait pas de gros problèmes. Il y a eu quelques petites choses, mais c'était pas très très fort. Et les gens m'acceptaient dans cette façon de naviguer. Et donc quand je suis arrivée au collège, moi je suis allée directement voir les garçons en mode je veux jouer au foot, sauf que j'étais une fille quoi. Et ça, c'est pas passé du tout. Du coup, une fois que je me suis fait rabrouer par les garçons, je suis allée vers les filles, sauf que j'avais été vers les garçons en premier. Et ça, c'est pas possible non plus. Du coup, je suis partie du très mauvais pied. Du coup, tu t'es fait rejeter par tout le monde, quoi. En fait, voilà, j'ai commencé à faire une faute de goût impardonnable, manifestement. C'est terrible. Voilà, j'avais osé espérer pouvoir être libre de faire ce que je voulais dans la cour de récré, ce qui est quand même un comble, on est d'accord. Du coup, ça s'est pas bien passé du tout parce que ça a commencé quasiment à la rentrée scolaire à être compliqué. Dans ce collège, je connaissais que 2 personnes d'avant qui se sont pas prononcées ni rien, et du coup, ça a été compliqué toute l'année. Mais ça a escaladé assez vite. Après, j'ai pas été une sainte non plus. Je peux être un peu brute de décoffrage et à l'époque, j'avais pas les capacités de me mettre à la place des autres suffisamment pour comprendre que si je disais que quelque chose était nul, alors si eux l'aimaient, ils allaient se sentir attaqués. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Quand sur les internets, je dis que je trouve que Harry Potter c'est complètement nul, les gens se sentent agressés s'ils aiment. Comment? Voilà. En fait, je parle pas d'eux, je parle du livre que j'ai pas aimé, quoi. Et j'ai le droit de dire que je trouve Harry Potter nul et de le dire sans dire je pense que, en fait. Parce que si je parle en mon nom et c'est un fait. Et tout le truc autour d'eux, il faut toujours mettre du contexte, faire attention. En fait, moi, ça, aujourd'hui, je suis pas tout à fait d'accord. Mais à l'époque, j'aurais dû faire un peu attention et on aurait dû m'éduquer un peu dans ce sens-là parce que du coup, ça m'a été beaucoup reproché. Et ça a dégénéré assez vite. Et comme j'étais la gentille première de classe que ma mère habillait comme une poupée, ça s'est pas super bien passé pour moi, quoi. Parce que j'étais en petite jupe plissée, avec les petites chaussures vernies à bouclettes et puis les chaussettes blanches dedans. Donc et j'avais des cheveux aux fesses à ce moment-là, avec 2 nattes, une de chaque côté. Enfin voilà, vraiment le cliché de la petite fille d'Épinal. Parce que ma mère trouvait ça mignon et que voilà, mais elle s'en moquait complètement que je me salisse, par exemple. Ma mère, c'était vous êtes des enfants, vous avez le droit de jouer, mais moi je veux jouer avec votre habillement et vous voulez jouer avec ce que vous avez sur le dos et avec qui vous êtes et c'est très bien. Du coup, je pouvais tout à fait me salir, c'était pas un problème pour ma mère, mais il fallait que je sois habillée comme ça. Et ça aussi, ça a joué un peu en ma défaveur déjà à l'époque, parce que ça parlait beaucoup trop d'un milieu social particulier. Enfin voilà. C'était un peu, on était déjà en marche parce qu'on n'avait pas la télé, on était déjà en marche pour plein de choses, alors du coup ça rajoutait aux choses. Voilà. Je comprends. Du coup, je redoute un peu ta réponse, mais je te demande quand même, comment ça s'est passé ta vision de l'amour à cette époque? Des relations sentimentales? Alors à cette époque, moi j'étais amoureuse de tout le monde et personne n'était amoureux de moi concrètement, ou alors il pouvait rien se passer. Du coup, rien. Très, très, très vide. Beaucoup dans mon imaginaire et pas grand chose dans le réel. Voilà. Après, j'ai quand même changé d'établissement, de collège. J'ai fait 2 collèges, 2 lycées différents. Voilà, j'ai quand même bougé un peu pour essayer d'améliorer les choses. Mais même en changeant, ça a pas changé ça, quoi. Puis j'étais d'une timidité très, très forte. Donc de toute façon, c'était compliqué d'engager les conversations, etc. Lorsque l'on a déjà connu une expérience malheureuse dans un établissement, il y a de fortes chances pour que ça récidive ensuite, parce que comme on a des blessures qui font qu'on n'est plus aussi avenant avec les gens, quoi. Bon, moi j'ai changé d'établissement pour un établissement vraiment très très différent, qui s'appelle De Crowley, qui est une pédagogie particulière où il y a, c'était plus du tout le tout venant, c'était des gens qui choisissaient d'y aller
et on était tiré au sort quand on arrivait dans les petites classes et tout, donc c'était très, très particulier et très bourgeois en fait, comparé à mon collège de secteur, et public, parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Mais en fait, effectivement, ça a recommencé, sauf que le fait que ça recommence, ça m'a permis à moi de me dire que j'avais une part de responsabilité, parce que le contexte était très différent. Pour le coup, c'était pas un autre établissement de secteur, c'était vraiment quelque chose d'autre. Et le fait que ça recommence sur le même genre de choses, etc., j'ai demandé à voir un psy pour essayer de voir si je pouvais pas améliorer ma façon de communiquer, tout simplement. Et en fait, ça a changé ma vie, de me poser la question de ma part de responsabilité, comment je pouvais laisser les autres m'agresser, en fait. Quelle était ma part, quelle était la part que je laissais de libre aux gens pour qu'ils pensent qu'ils aient le droit de m'agresser physiquement et mentalement. Enfin voilà, qu'ils aient le droit de m'insulter, par exemple, ou de me taper, ou de me tirer les cheveux. Et en fait, une fois que j'ai appris à dire que en fait ça c'était pas possible, il y a plus personne qui avait jamais le droit de me toucher. Au final, ça m'a campé dans une posture qui fait que ça ne m'est jamais revenu. Et au lycée, j'ai été rejetée aussi, mais j'ai jamais été frappée, par exemple. Au lycée, il y a plus personne qui a pu lever la main sur moi. C'était terminé, c'était pas possible. Et ça, ils l'ont tout de suite compris. C'est-à-dire que mon attitude avait complètement changé par rapport à ça. Et quand mon attitude a changé en rue aussi, parce que physiquement, je peux pas paraître autre chose qu'une femme. J'ai un corps qui est très très féminin, en regret, mais c'est comme ça. Et du coup, je me faisais beaucoup draguer, voire un peu suivre, etc. en rue. Et il y a un jour où mon attitude a changé et où c'est plus arrivé du tout, ou plus du tout dans les mêmes proportions. Et ça, en fait, c'est quelque chose où on dit toujours la victime n'est pas responsable, et c'est vrai. Par contre, la victime peut, en modifiant légèrement sa façon d'être, rendre moins possible ce genre de choses. Donc tu as dit que tu as changé d'établissement quand tu étais au collège. Ça arrive à peu près à quel moment de ton collège ? La 6e a été terrible et j'ai changé entre la 6e et la 5e. D'accord. En fait, fin de 6e, j'ai des camarades qui m'ont fait tomber. En fait, j'étais assise en train de lire un livre dans la cour de récré comme d'ordinaire et ils m'ont attrapé par le sac à dos, ils l'ont mis au-dessus du vide et ils m'ont lâché. Or, j'ai une fragilité au coccyx parce que je me suis tombée sur un truc de cheval très longtemps avant, ce qui fait que j'ai eu très mal. Et que en rentrant, j'ai dit que je voulais plus jamais remettre les pieds dans cet établissement. Et comme j'étais une excellente élève, en fait, changer d'établissement est beaucoup plus simple dans ce cadre-là. Donc, l'établissement catholique du quartier avait dit OK pour me prendre. Et puis finalement, j'ai été acceptée à De Crolly, qui est public et qui est plus loin, mais qui était plus intéressant pour moi, je pense. Pour moi, aller dans un truc catho, ça me posait problème déjà de base quand même. Ok. Donc, comment ça s'est passé la fin de ta scolarité dans ce nouvel établissement ? Alors, à De Crolly, ça a été très différent parce que du coup, c'est un établissement où on tutoie les professeurs, il n'y a pas de notes, on est sur une note d'égalité entre élèves, entre profs et élèves, entre parents et élèves, etc. Enfin, tout le monde est inclus dans l'établissement et tout le monde travaille ensemble pour la réussite des élèves. Donc, on est sur quelque chose de vraiment très différent de ce que l'éducation nationale propose de façon générale. Et moi, ça s'est bien passé au niveau des apprentissages parce que c'était absolument génial. On a des choses qui étaient vraiment chouettes, des trucs qui étaient même du niveau bien supérieur au niveau collège. Parce que si un prof avait un projet, il le faisait, il se débrouillait pour le faire avec nous quand même, en fait. Peu importe quel était le niveau du projet qu'il proposait. Et au niveau relationnel, j'ai une de mes très bonnes amies actuelles, elle date de cette époque-là. D'accord. Donc j'ai quand même eu, je suis en contact avec au moins 4 ou 5 personnes encore du collège, de ce deuxième collège. D'accord, ok. Donc ça dit quand même qu'il y a des choses qui étaient chouettes. Le changement a été positif. Oui, très très. D'accord. Donc tu quittes cependant au bout d'un moment ce collège, tu arrives au lycée, comment ça se passe ? Alors là, moi j'ai fait un choix un peu particulier parce que j'ai fait le choix du lycée agricole. Donc le lycée agricole, on n'est pas tout près de chez soi encore. Et au niveau de la typologie des gens qui sont là, c'est pas des gens de mon milieu social dans l'ensemble qui sont là. Ce qui est pas un problème en soi, sauf que les codes sont à nouveau plus proches de ce que j'avais dans mon premier collège que dans le second. Mais ça s'est plutôt bien passé en fait. Moi, concrètement, j'ai toujours réussi à vivre ma vie en étant proche de certains profs et de certaines personnes de l'administration et en évitant les camarades qui m'embêtaient le plus, quoi. Donc le lycée s'est pas si mal passé que ça de cette façon-là. Et puis j'aimais bien apprendre ce qui était en cours, donc c'était cool. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue relation sentimentale et compagnie, ça se passait comment ? Rien.
Non, c'était l'impossible, ça. Non, au lycée, il se passait rien. Et pour le coup, au lycée, j'avais même plus cette velléité-là. Enfin, il y a eu une relation avortée, mais c'est tout. Mais ça s'est même pas fait. C'est pour dire. Donc le lycée passe vite et surtout d'un point de vue finalement assez professionnel, on va dire. C'est-à-dire que t'es. Oui, bah, de toute façon, moi, l'école, c'est boulot. Comment on dit, un de mes intérêts spécifiques, c'est l'école. D'accord. Donc même si le contenu m'intéresse pas, le fait d'apprendre des choses me convient. D'accord. Ce qui fait que les études m'intéressaient pas follement, tout m'intéressait pas, mais en fait, pourquoi pas. Voilà. Après, j'ai fait 2 lycées, j'ai été en internat la dernière année. Ça, c'est encore autre chose, mais, mais c'était chouette aussi. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvé en internat? Oh, je voulais juste... Alors, déjà, dans le premier lycée où j'étais, ils m'ont vexé. Et ensuite, ils m'ont vexé parce que j'étais une très bonne élève et qu'un prof a décidé que, vu que j'étais nulle en histoire géo, ça voulait dire que je faisais pas d'efforts vu que j'étais bonne dans les autres matières. Et que ça m'a saoulée, en fait, parce que non, je suis nulle en histoire géo parce qu'il faut apprendre par cœur et je sais pas apprendre par cœur. Et en fait, j'adorais l'histoire géo, c'est juste que je pouvais pas être bonne dans les exercices qu'ils me donnaient. Donc du coup, j'étais super vexée. Et comme j'étais première de promo, que mes parents se disputaient souvent et que moi je me suis dit ouais, en fait, je serais bien avec un peu d'autonomie, quoi. Et que les lycées horticoles, agricoles en Île-de-France, il y en avait 3 à l'époque. Un à Montreuil qui était le premier où j'ai été, et puis 2 en grande banlieue où j'étais obligée de dormir là-bas sur place. Et du coup, j'ai pris le seul qui avait une place encore à ce moment-là, parce que du coup, c'était fin juin, qui avait encore une place pour moi en internat. Et donc, du coup, t'es parti en internat, c'était payant? Comment ça se passait? Oh, mais c'est l'éducation nationale, donc on paye un peu comme on paye la cantine, quoi, mais c'est pas cher. Donc, finalement, t'as eu une scolarité relativement paisible, malgré des épisodes un peu difficiles avec des camarades? Ah, scolairement, c'était facile, oui. Mais scolairement, j'avais pas une grande satisfaction intellectuelle, quoi. D'accord. C'était un peu facile pour moi. Alors, il y a des choses que j'aimais bien, des choses que j'aimais moins, mais en fait, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus poussé, quoi. D'accord. Et donc, l'internat, c'était toujours un lycée agricole. Du coup, tu te diriges vers quoi derrière? Alors, moi, mon objectif, j'ai fait le lycée agricole pour devenir guide dans une réserve naturelle. Donc, mon objectif, c'était de faire mon lycée et de partir sur un BTS agricole qui me permettait de faire ça. Sauf que l'enseignement agricole ne m'a pas convenu en termes de niveau, justement. Donc, je suis partie sur un DUT. Vu que j'avais le niveau pour passer à la fac, je suis passée à la fac, en fait. Donc, je suis partie sur un DUT qui s'appelait Génie biologique, option génie de l'environnement. D'accord. Donc, ce DUT-là, à l'époque, le plus proche de Paris était à 300 km, à Boulogne-sur-Mer. Et donc, c'était un très bon argument pour dire à mes parents « Salut, je m'en vais !» Mais c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est juste que c'est le plus proche. Donc ça, c'est vraiment bien tombé pour moi. Et du coup, je suis partie faire ce DUT au loin. Mais en fait, t'as eu assez vite un besoin de liberté, ou je me trompe? Ma famille était une famille conflictuelle et difficile, et oui, j'avais besoin d'être tranquille, ouais. J'avais vraiment besoin de retrouver de me fabriquer un cadre personnel et une vie à moi. Et donc, d'un point de vue relationnel, comment ça se passe, la fac? Le fantasme est une bonne chose à l'époque, toujours. Voilà, donc je tombe amoureuse de beaucoup de gens et peut me le rendre. Et il se passe pas grand-chose même quand on me le rend. Donc, donc voilà, j'ai eu une amoureuse pendant pas mal d'années. Une dizaine d'années, on a été amoureuses, mais il s'est rien passé entre nous en fait. C'est-à-dire qu'on avait des sentiments qui étaient à un moment donné partagés, mais voilà, c'est resté là. Et t'avais quel âge à l'époque? Du coup, 18 ans, 19 ans. Ouais, c'est vrai que c'était jeune aussi. Franchir le pas de rentrer dans une relation qui n'est pas hétérosexuelle, c'est pas forcément un pas facile à franchir. Oh non, ça posait pas de problème. J'avais déjà non, eu même pas. une amoureuse. Non, dans ma famille, c'était sans importance. Ma mère avait une photo d'une de ses amoureuses avec qui elle avait été 3 ans sur les murs chez elle, chez nous, du coup. Donc ça, les relations homosexuelles étaient vraiment très banalisées dans mon quotidien personnel. Ma mère avait des amis homos. Enfin voilà, c'était quelque chose qui existait en fait. Et du coup, ça me posait pas problème majeur. Et dans ma tête, ça changeait rien. D'ailleurs, dès le collège, j'ai eu des relations avec des filles, que ce soit en dit ou en non dit, voilà. Mais clairement. D'accord.
Alors du coup, après la fac, comment ça se passe? Tu te diriges vers quoi? Oh bah il n'y a pas d'après la fac parce que j'ai continué les études. Après le DUT, j'ai fait une licence. Alors là, j'ai eu une coupure d'1 an parce que mon père a quitté ma mère qui s'est laissé mourir de faim. Ah. Donc j'ai dû m'occuper de ma mère. Du coup là, il y a eu une coupure d'1 an et je suis partie pour Brest pour faire une licence urbanisme et écologie parce que entre mon projet d'être guide dans une réserve naturelle et la réalité qui voulait dire vivre à la campagne, il m'a fallu beaucoup d'années pour m'en rendre compte, mais je me suis dit, mais je veux pas du tout vivre à la campagne, en fait. J'ai rajouté un peu d'urbanisme dans mon écologie. L'écologie, mais avec les moteurs. Ouais, voilà, exactement. L'écologie urbaine, c'est bien. Sauf que, je devais faire le master derrière, mais ça m'a pas plu. Du coup, je suis repartie sur des travaux publics après. Donc, j'ai fait un BTS travaux publics. D'accord. Et je suis devenue conducteur de travaux, du coup, à 24 ans, 25 ans. Tu l'es encore aujourd'hui? Non, j'ai travaillé 11 ans dans le domaine. J'ai fait, au milieu de tout ça, j'ai fait un diplôme d'auxiliaire de périculture. Mais finalement, j'ai pas pu travailler dans le domaine. Et là, j'ai repris mes études il y a quelques années. J'ai fait un master pour devenir prof de SVT au collège. Enfin, je dis au collège parce que c'est le public que je vise, les collégiens. Mais du coup, je suis prof du secondaire, remplaçante depuis 2 ans. Voilà. Tu étais donc dans ce cursus à Brest en plus, tu précises. Oui. À Brest en licence. À Brest en licence. Là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé radicalement qui fait évoluer ma vision de l'amour et surtout des relations sexuelles, c'est que je me fais forcer pour ma première fois. Alors c'est pas Aïe. Oui, bon en fait quand j'en parle, les gens me disent que c'est un viol. Moi, je l'ai pas vécu de façon aussi traumatique que ça, dans le sens où j'ai fait monter le mec chez moi. Je lui ai dit d'arrêter, il a pas arrêté. On est bien d'accord, c'est du forçage. Et il a joué sur des trucs psychologiques. Donc voilà. Donc ça n'a pas du tout créé une peur de la sexualité. Ça m'a au contraire donné la force de tenir les rênes de ma sexualité et de dire c'est moi qui décide avec qui, quand et où. D'accord. Du coup, après cette période-là, quand je suis revenue sur Paris, c'est joué pour moi une exploration des possibles où c'est moi qui tenais les rênes. Et c'est moi qui décidais, en fait, et qui, du coup, était dans une forme d'autoprotection de moi-même, où je décidais si c'était chez moi, chez l'autre, si c'était plusieurs fois ou pas. Enfin, c'est vraiment moi qui étais dans un truc de décision, ce qui pouvait effrayer un peu certaines personnes. J'ai eu quelques personnes qui étaient un peu effrayées, mais dans l'ensemble, non, ça leur convenait bien, et voilà. Et donc, par la suite, justement, en parallèle, le sentimental et le professionnel, tu te diriges vers quoi suite à ça? Alors, donc professionnellement, le retour à Paris, etc. Du coup là, j'étais dans les travaux publics et en fait, j'ai commencé mon BTS en alternance, donc j'étais vraiment à la fois au travail et à l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter et que j'ai et que j'ai eu des relations amoureuses vraiment assez longues. Genre, j'ai commencé à avoir des amitiés qui deviennent un peu des amours pendant quelques mois, puis après pendant 3 ans, puis voilà, etc. Alors bon, en général, c'était plutôt fermé comme relation, mais moi, j'y avais pas vraiment réfléchi de toute façon avant, donc ça me dérangeait pas forcément. C'est juste que je comprenais pas pourquoi il fallait en parler et en quoi c'était un problème qu'on se trompe les uns les autres, par exemple. Ça, j'ai jamais compris. Enfin, moi, je comprenais pas pourquoi si j'allais voir ailleurs, c'était un problème, ou si lui, il allait voir ailleurs, pourquoi ce serait un problème pour moi. En fait, ça, j'ai jamais compris. Voilà. Mais... Et donc, il y a dû y avoir un moment où tu t'es rendu compte que la norme, c'était celle-là, et que toi, t'étais en dehors de la norme. Oui, mais en fait, pas vraiment. Enfin, la norme, elle est partout. Du coup, on la connaît tous. Enfin, je veux dire, même si on s'y plie pas. Par contre, je me souviens pas d'un moment où moi, j'ai plié à la norme. C'est-à-dire que j'ai accepté des relations mono. Mais j'étais de toute façon, enfin moi j'ai été amoureuse pendant 10 ans d'une fille, comme je le disais. Donc pendant toutes ces premières relations, j'étais amoureuse d'elle en parallèle. Et je le disais à tout le monde, c'est-à-dire que c'était pas un secret que j'étais amoureuse d'elle. Donc de base, en fait, moi j'ai toujours été acceptée avec ça, par exemple. Mais c'est intéressant ça, comment ils réagissaient sur le fait que tu leur disais que tu étais en relation avec eux, mais que tu étais amoureuse de cette femme. En fait, du moment que je couchais pas avec elle, ça posait pas de problème. Mais je comprends pas du tout la logique. Hein. Pour moi, ça fait... que ce soit clair, mais voilà. J'étais à 2 doigts d'ironiser là, je te jure, à 2 doigts. Pour moi, ça fait pas sens. Mais du moment que je couchais pas avec elle, bon, aussi le fait que ce soit une femme, je pense que ça aidait un peu.
Oui, peut-être. Voilà, dans leur conception hétéronormée du couple, le fait que je sois amoureuse d'une femme plus que d'un homme, je pense que ça les mettait un peu moins en danger. Mais moi, j'ai jamais compris. Hein. Moi, j'étais là, mais je vois pas ce que ça change, quoi. Enfin, et dans une de mes relations qui a duré 3 ans, il y a mon ami qui est parti. Bon, c'était la toute fin de la relation, qui est parti dans le sud et qui me dit j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit et alors. Enfin, genre bah couche avec, quoi. Je m'en fous. Et pour lui, c'était un impossible, quoi, un impensable. Il a préféré me quitter pour pouvoir coucher avec que de coucher avec et de revenir alors qu'on était en train de faire un gosse et tout, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai jamais compris, quoi. J'étais là genre mais je m'en fous en fait. Donc oui, j'ai bien vu qu'on n'avait pas, que j'avais pas enfin que la jalousie n'existait pas vraiment chez moi de cette façon-là et que du coup j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens pouvaient être jaloux à ce point-là dans les relations sentimentales, amoureuses, sexuelles, enfin dans ces choses-là, quoi. Dans ce domaine-là, même amical, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux en amitié aussi, mais voilà. Mais au-delà de ça, tu étais donc en dehors de cette norme de l'exclusivité, mais t'avais même pas conscience d'être en dehors de la norme. Bah non, en fait, c'était juste comme ça que j'étais. En fait, moi, je l'ai jamais formulé, hein. Ça a toujours été un fait établi, que j'aimais plusieurs personnes à la fois. Ça a jamais été quelque chose que je cachais. Pareil que j'aimais des filles, ça a jamais été quelque chose que je cachais. En fait, j'ai eu une chance énorme de pas avoir de coming out fort à faire, par exemple. Parce que le jour où je l'ai dit, mais ça a pas étonné grand monde, quoi. Voilà. Bah oui, si ça faisait 10 ans que tu disais que t'étais amoureux d'une fille, il y a des chances qu'ils aient compris le message. Bah, ma mère non, hein, mais en dehors d'elle. Bah c'est rigolo que ta mère non, alors que justement tu me dis qu'elle avait eu une chérie. Ah non, mais ma mère m'a fait un cinéma quand je lui ai dit que fille ou garçon, moi, ça changeait pas grand-chose. Je voulais fonder une famille, mais fille ou garçon, je m'en foutais. Et elle est partie en délire sur la parentalité, sur le fait que c'était difficile de faire un enfant avec une fille, etc. Et j'étais là genre, c'est pas le sujet en fait. Et bon, voilà. Mais c'est la seule qui a eu un sursaut de je sais pas quoi pendant mon coming out, alors que les personnes d'autres autour n'ont jamais rien dit. Mais après, et alors que l'instinct aurait été, enfin, comment dire, l'idée préconçue aurait été que c'était elle qui aurait dû le prendre le mieux, puisque finalement elle avait eu cette histoire passée qui l'a rapprochée de toi finalement. Le truc, c'est que pour moi, c'était pas un coming out. Ouais. C'est juste un truc que je disais en passant. Enfin, genre vraiment, mais banal dans la conversation, quoi. Et elle l'a pris comme ça. Et moi, j'étais là, genre, mais de quoi elle parle, quoi? c'est quoi le truc, là? Je comprends pas. Bah alors peut-être que c'est pas qu'elle l'a mal pris, c'est peut-être juste que toi, tu lui as parlé de ça et qu'elle, comme elle le savait déjà, elle a juste changé de conversation et elle t'a parlé de parentalité, en fait. T'as pas vu, elle a un magazine dans les mains, elle était en train de lire un article sur la parentalité. C'était très bizarre. Bon, oui, j'imagine. moi, j'ai été un peu en colère, j'avoue. Je l'ai pas très bien pris. Bah, je l'ai un peu emballé. Mais voilà. Mais après, c'était une fois et pas deux. Et à la fin de sa vie, quand je lui ai dit qu'avec l'argent de l'héritage, je ferais un enfant toute seule, finalement, parce que les choses ont changé entre temps, elle a été d'accord avec mon projet et elle était contente que je puisse le réaliser. Donc, voilà. D'accord. Parce qu'à côté de ça, elle nous avait aussi dit que si elle n'avait pas rencontré notre père, elle aurait fait un enfant toute seule. Ah bah c'est rigolo, oui, décidément. Mais t'es sûr que t'es pas son clone du coup? Bah non, parce que moi je le réalise. Ah oui, mais t'es son clone amélioré, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça la version 2.0. Non mais c'est vrai que ces angoisses, ça aurait été pas mal. Mais... ouais. C'est vrai que quand on parle de coming out, on a tendance, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est toujours surpris par la réaction des gens et que ceux qui réagissent le mieux sont ceux qu'on s'attendait le moins et vice versa. Au final, moi il y a quasiment personne qui réagit tout court. Quand je dis que je suis en relation ouverte, que oui, mon ami vit chez moi, mais qu'en réalité l'enfant n'est pas de lui et que voilà, bah il y a personne qui réagit vraiment quoi. Mais toi t'as été en 10 ans de coming out permanent aussi, donc ça aide. Bah oui, c'est-à-dire que moi j'en fais pas un coming out en fait. Je dis ce qui est et c'est pas un coming out, jamais. Mais je vais même aller plus loin. Est-ce que la réaction de ta mère, est-ce que c'est pas ça qui en a fait un coming out? Ah mais si, c'est elle qui a créé le coming out là où il y en avait pas, ça clairement. Voilà. Moi c'était juste un truc au passage où je disais quelque chose et c'était pas du tout pour dire quoi que ce soit. Pour moi c'était de toute façon acté depuis toujours et j'ai pas compris qu'elle tombe des nues en fait. Ça n'avait aucun sens. D'autant qu'elle était au courant que j'étais amoureuse de filles quoi. Donc j'ai pas compris quoi. Genre ok. Voilà. Donc du coup, quelques relations mono de longue durée. Et quand mon ami m'a quitté, donc la deuxième longue relation que j'ai eue, quand il m'a quitté, du coup c'est celui qui voulait aller avec quelqu'un d'autre et puis qui a pas osé et qui m'a quitté pour pouvoir le faire. Enfin bon, le truc que j'ai pas compris. Donc lui, quand il m'a quitté, j'avais 29 ans
Moi, j'avais avec lui, on était en PMA pour essayer de faire un enfant parce que on avait des soucis de fertilité ensemble. On avait des projets de vie. Je commençais tout juste les études d'auxiliaire de puériculture parce que je devais me reconvertir dans un truc qui était possible absolument partout en France parce qu'on voulait partir de Paris. Enfin, lui, il voulait et moi, j'avais cédé, en fait, parce que j'avais des projets avec lui. Et donc, tout d'un coup, il me quitte et tous mes projets s'effondrent. Je peux pas être auxiliaire de puériculture parce que gagner 1 000 € de moins par mois en restant à Paris, c'est pas possible. Je peux pas avoir d'enfants. Par contre, je vais m'occuper des enfants des autres pendant 1 an. Donc, tous mes projets s'effondrent en même temps quand il me quitte, alors que ses projets à lui ne s'effondrent pas du tout quand il me quitte. Et c'est ça qui m'a fait réaliser qu'en fait, j'avais pas assez partimenté mes projets et que du coup, je les avais tous vus dans le cadre d'une relation et pas dans le cadre de qu'est-ce que moi je veux, quel est mon désir à moi profond dans cette histoire-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai séparé les relations amoureuses du fait d'avoir un enfant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait de faire un enfant seul. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment remis à plat qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et comment et où est-ce que je voulais vivre, où est-ce que je voulais pas vivre et quelles étaient mes limites et aussi quelles étaient les limites, quelles limites j'étais prête à accepter pour une prochaine relation. Concrètement, aucune. Voilà. Je suis arrivée à la conclusion qu'une relation ne pouvait pas me limiter et n'avait plus le droit de me limiter d'une quelconque façon. Et le plus important, c'était ma liberté et mes possibles, en fait. Que c'était à moi de construire ma vie avec mes possibles, mes libertés et ma façon de voir. Et du coup, je suis partie sur cette donnée-là, sur cette donne-là, pour dire, bon, ok, donc je sépare l'amour de la famille, je sépare le boulot de tout ça et je reconstruis tout les uns après les autres. Il se trouve qu'au final, tout s'est reconstitué en même temps approximativement, les choses se sont débloquées à peu près au même moment, mais ça a été comme ça que j'ai décidé de faire une PMA seule à l'étranger, même si ça a mis du temps à se mettre en place, et de vivre des relations ouvertes du coup, parce que de toute façon, il n'y avait plus rien d'autre qui pouvait me convenir. Et on est en quelle année à peu près là à l'époque? Là, j'ai 29 ans, donc fais le calcul, je suis de 86. Donc on est autour de 2006, 2016, je sais plus. 8, 9, Ouais, 11, chose comme 2016. 2016. Fallait que je recalcule dans ma tête. De toute façon, personne ne saura jamais que j'ai mis du temps à calculer. C'est ça, exactement. Ça sera effacé. Tu pourras paraître super doué, yes. Donc après cette séparation, tu fais quoi? Donc tu as un projet de faire un enfant seul et d'un point de vue professionnel. Après cette séparation, en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère est mourante à ce moment-là. Ça fait 1 an et demi que son cancer est reparti, le cancer qu'elle a eu quand j'étais enfant. Du coup, déjà, je m'occupe d'elle, en fait. Concrètement, première chose, je m'occupe de ma mère, je m'inscris sur des sites de rencontres et voilà. Et je vis ma vie comme jamais, c'est-à-dire que je vis la jeunesse que j'ai pas eue et je m'amuse beaucoup. Et c'est chouette. Ça, c'est vraiment un moment qui était à la fois compliqué parce que ma mère allait pas bien et à la fois chouette parce que j'avais une liberté retrouvée que j'avais plus avant et que c'était chouette de retrouver cette énergie. Oui, puis tu as eu donc visiblement la chance de ne pas avoir le fait de t'occuper de ta mère qui t'accapare complètement. Il y a beaucoup de gens quand ils doivent s'occuper d'un proche comme ça les accapare beaucoup, quoi. En fait, ça m'a accaparé beaucoup, mais pour survivre, il fallait que je fasse des choses à côté. D'accord. Le truc, c'est que c'est surtout les 6 derniers mois de sa vie où ça a été très compliqué parce qu'elle a été hospitalisée pendant 3 mois à la fin et là, j'y allais tous les 2 jours, donc c'était énorme. Hein. Tous les 2 jours à l'hôpital le soir en plus du travail, enfin voilà. Mais pour tenir, j'avais besoin de danser, j'avais besoin de faire des choses, donc je sortais tout le temps. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est à la fois des moments difficiles et à la fois des moments où j'étais en effervescence et où je faisais plein de choses et où je voyais plein de gens et voilà. Tu lui as raconté quand t'allais la voir? Oui. Alors que tu lui as raconté, je parle pas de ta vie sexuelle, hein. C'est sorti. Dit, à la fin de sa vie, elle a eu une relation amoureuse et elle s'est permis de me dire des trucs sur sa vie sexuelle. Et pour lui comprendre que j'avais aussi une vie sexuelle et que si elle voulait m'en parler, ça voulait dire que j'allais lui répondre. Je lui ai raconté des choses et des anecdotes très sexuelles. Ça l'a calmée, elle m'en a plus trop parlé après. Elle avait pas trop les limites, ma mère, donc il a fallu que je lui repositionne un petit peu les choses de curseur. Non, mais c'est une bonne chose à faire. C'est la bonne méthode, finalement. Donc, ta mère décède au bout d'1 an, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Elle décède, j'ai une 30aine d'années. J'ai 30 ans. D'accord. Elle est morte, donc ça fait 7 ans maintenant. Donc, à ce moment-là, moi, il se passe 2 choses. Déjà, j'ai eu 30 ans. Et pour mes 30 ans, j'ai demandé de l'argent à mes
à mes amis, à mes proches, etc. Et l'idée, c'était de dire, en fonction du montant que j'ai, soit j'irai boire un pot au café du bout de la rue, soit j'irai à l'autre bout du monde en voyage. Ma mère m'a donné 1 000 €. Ce qui a un petit peu facilité l'autre bout du monde, il faut bien le dire. Joli cadeau pour son départ, j'ai envie de dire. Oui. C'était, je pense qu'elle était très contente d'arriver jusqu'à mes 30 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais cru que c'était avant, mais du coup, elle a été là pour ton anniversaire, quand même. Oui, elle était chez moi même pour mon anniversaire. Donc c'est cool. Frère, elle a pu venir chez moi. Mon père l'a accompagnée. Ils étaient plus ensemble depuis longtemps, mais ils étaient toujours très proches. Et du coup, oui, ma mère, j'ai des photos d'elle pour mes 30 ans, donc c'est chouette. Et du coup, j'ai organisé un voyage pour le Japon, mais je pouvais pas y aller tant qu'elle était vivante, donc j'ai attendu d'avoir 31 ans pour y aller. J'ai passé 30 jours là-bas, seule, avec un sac à dos beaucoup trop lourd. C'était en 2017, c'est ça? Alors là, les dates, je sais pas, mais ça doit être ça, mais moi les dates, je suis pas trop capable de m'en souvenir. C'était juste avant mes 31 ans. Ouais. Et du coup, j'ai passé un mois et j'ai fait du nord au sud en fait, du Japon, et finir par Tokyo, quoi. Mais voilà. Et c'était super chouette, mais super dur aussi parce que je parle pas japonais. Que dans tout le nord du pays, il y a personne qui parle anglais non plus. Donc en fait, je me suis retrouvée à très peu de communication et beaucoup de solitude, quelques mois après la mort de ma mère. Surtout d'y aller avec un sac à dos sur le dos, quoi. C'est si tu vas un peu dans les hôtels, les grandes villes, là, tu vas pouvoir trouver plein de gens qui parlent anglais. J'y suis allé, je suis allé en 2009 avec mon épouse en une petite dizaine de jours là-bas, et j'ai été étonné de voir à quel point c'était facile de parler aux gens grâce à l'anglais. Mais effectivement, j'avais fait que les grosses villes. Nous, on a fait que les grosses villes. Dans les grosses villes, Tokyo, Kyoto, et encore Kyoto, pas partout, parce que moi, en fait, j'allais que dans les tout petits restaurants un peu à l'écart, etc. Donc, pas partout. Ouais. Genre à Hiroshima, je me suis retrouvée dans un resto, ils parlaient pas un mot d'anglais. Donc, vraiment, c'est là aussi, ça dépend quel type enfin, qu'est-ce qu'on cherche exactement comme type de logement, etc. Mais effectivement, dans les grandes villes, c'était pas un souci. Mais par contre, moi, j'ai fait énormément de toutes petites villes sur le chemin et beaucoup de campagnes. Et du coup, là, je me débrouillais, quoi. En fait, ma façon de voyager est un peu particulière. J'ai pas choisi les spots touristiques pour faire du tourisme. En fait, j'ai été sur place et j'ai tout fait à pied. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a à voir de touristique dans telle ville ou dans telle ville, parce que c'est pas comme ça que j'ai fait, en fait. Donc oui, j'ai vu des trucs touristiques, mais c'était pas vraiment élaboré. Parce que tu tombais dessus, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors juste parce que j'avais envie de voir un temple spécifique. J'ai cherché, est-ce qu'il y a un temple qui correspond à ce que j'ai envie de voir? Et du coup, j'ai traversé, ça c'était Kyoto à pied. Donc, j'ai fait, 3 heures à pied pour aller dans... Moi, je l'ai traversé en bus. Kyoto, j'ai pris 0 bus. Tokyo, j'ai été obligée. Tokyo, je pouvais faire l'aller, mais je pouvais pas faire le retour parce que 7 heures de marche l'aller, quoi. Voilà. J'étais pas une randonneuse non plus, voilà. Donc oui, je traversais, je faisais des grands trajets dans Tokyo, mais j'étais obligée de prendre les transports. Mais c'est le seul endroit où j'ai pris des transports en commun, sinon c'était tout à pied. Donc tout ça, un mois de Tokyo. Un mois de Tokyo, un mois de réflexion sur moi-même aussi, du coup. Au Japon, toute seule à parler français dans un pays étranger, ça a été un mois où j'ai beaucoup réfléchi sur moi. Et où j'ai décidé d'aller chercher du côté... Alors, en fait, c'est le seul truc que j'ai trouvé comme étant possible. Et ça m'a ouvert la porte sur d'autres choses, donc c'était une bonne idée. J'ai entendu une émission de radio sur des personnes ayant été détectées surdouées à l'âge adulte. Et je me suis retrouvée dans leur récit très fortement. Et du coup, j'ai décidé d'aller chercher ça une fois que je suis revenue sur Paris. Alors, il faut savoir que moi, on m'avait déjà dit que j'étais forcément au QI puisque j'étais excellente à l'école en ayant un trouble des apprentissages et qu'il y avait quand même assez peu de chance, alors que je relisais jamais mon cours chez moi, pour que j'ai 18 dans certaines matières alors que je travaillais pas chez moi du tout. Et enfin voilà, c'était forcément lié à quelque chose comme ça. Mais moi, je m'étais dit, ça me sert à rien de le savoir et j'avais laissé ça de côté. Et donc, je suis allée pour passer le Waze au retour, qui a été intéressant parce qu'il m'a permis surtout de détecter un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, enfin mixte en l'occurrence. Et du coup, ça m'a permis d'aller faire d'autres diagnostics à côté pour creuser de ce côté-là. Et ça a expliqué pas mal de choses sur mes façons de réagir et sur ce que j'ai vécu aussi scolairement. Voilà.
Donc ça a été une partie de l'introspection qui a permis ça. Et ensuite, il y a eu moi à cette époque-là, je travaillais, je gagnais bien ma vie à Paris, donc c'était plutôt agréable, quoi. J'avais une vie plutôt cool, même si je m'ennuyais beaucoup au travail. Et c'est après ça que j'ai mis en place comment on fait un bébé toute seule. Comment on cherche les informations sur ça. Enfin voilà, et que je me suis décidée pour le Danemark. Mais ça m'a mis du temps, hein, c'était compliqué. Et que j'ai fait le parcours là-bas, du coup, et que j'ai eu un enfant là-bas. On doit avoir autour de 5 ans aujourd'hui. 3 ans. 3 ans. Oui, j'ai mis 2 ans et demi de parcours. C'est long. Hein. Les parcours PMA, c'est long. C'est pas. Elle va. Donc j'avais bon sur les dates, mais j'avais pas bon sur le délai en fait. Ouais, la PMA, ça cache du temps qui passe. 2 ans et demi pour réussir à tomber enceinte, donc. Ok. C'est long. Avec beaucoup d'allers-retours alors entre la France et le Danemark. 7. En fait, j'ai fait 5 inséminations artificielles. Oui. Qui n'ont rien donné. Une ponction ovarienne qui a donné 2 œufs de blastocystes. Le premier n'a pas tenu et le deuxième s'appelle Swan aujourd'hui. Voilà. D'accord. Le petit né aux alentours de 2023. Belle année, ça. Pardon. 2020. Ouais. 2020, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'étais en reprise d'études et du coup, j'ai été confinée pendant toute ma grossesse. J'avais acheté un super beau maillot de bain que je n'ai pas utilisé parce que tout était fermé. Ma grossesse a été pathologique. Mais en plus de ça, avec le Covid, c'était super. Vraiment génial. Effectivement. T'étais tout seul dans ton logement? Alors, oui et non. Le premier confinement, oui. Deuxième confinement, non. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon parcours PMA, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amours. Et il y a une de ces personnes qui est restée avec moi, et qui est toujours avec moi d'ailleurs. Et du coup, le premier confinement, il n'était pas avec moi, mais le deuxième confinement, il est venu chez moi. Donc j'étais pas seule. Voilà. Après, le plus dur de confinement, ça a été quand même le premier. Donc c'est-à-dire que t'es resté plus de 2, voire 3 mois toute seule. Oui. Bon, je vomissais tout le temps, j'étais malade. Et j'avais des cours à faire parce que j'étais en master, 2e année. Donc je me souviens pas très bien, c'est assez flou. Pour moi, c'est des périodes assez floues. En fait, j'ai pas de gros souvenirs. J'ai du mal à me remémorer des choses de façon très précise, de façon globale dans ma vie. Du coup, je me souviens pas de façon très précise de comment j'étais. Je pense que j'étais très très proche de je reste sur le canapé toute la journée quand même. Oui, surtout si t'étais enceinte, malade d'être enceinte. J'avais pas le droit de sortir, donc de toute façon. Les seules sorties, c'était pour aller voir les médecins en tout genre. Donc tu fais un enfant qui est né en 2020. Oui. Quel mois, si c'est pas indiscret? Elle est de fin septembre, du 21 septembre. D'accord. Et du coup, comment ça se passe élever un enfant tout en continuant je sais plus si t'étais encore en études à ce moment-là. Alors, au moment où elle est née, j'étais en 2e année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte en 1re année de master. J'ai accouché en 2e année de master. Et du coup, voilà. Je l'ai gardée pendant 11 mois parce que j'avais pas de moyen de garde et parce que au final, c'était possible dans ma situation. Vu que le master, je pouvais le faire à distance. Donc, voilà. Mais du coup, tu as voulu faire un enfant alors que tu n'avais pas fini ton master. Pourquoi t'as pas attendu d'avoir terminé? On peut pas attendre dans la vie. En plus, mon projet bébé datait d'avant et j'avais commencé avant. Et puis en plus, on peut pas attendre quand on a 30 ans. Enfin, quand on a plus de 30 ans, c'est foutu en fait. D'un point de vue juste statistique et probabilité, il faut pas attendre. Enfin, voilà. Okay. C'est pas très glamour, hein, mais. Non, bah, ça se défend. Hein, et moi, je voulais aussi quand on a la volonté, on arrive à surmonter les obstacles et puis voilà. Moi, de toute façon, je me pose pas de questions. Hein. Là, je suis en train d'essayer d'en faire un deuxième. Hein. Je me pose pas de questions du tout. Et du coup, tu vas te relancer dans des études. Alors, en fait, oui, mais pas tout de suite. Tu vois, je commence à te connaître. Hein. Mais moi, de toute façon, les études, bon, après, comme je fais un peu de recherche participative, ça va pour le moment. Mais je ferai peut-être un doctorat plus tard, ouais. On verra. Je reste ouvert aux possibilités de reprise d'études toute ma vie, je pense. Ça, c'est quand même mon truc. Et ouais, là, du coup, j'ai lancé pour le 2e bébé. Et c'est très compliqué en France, hein. C'est pas facile. La PMA solo en France, c'est un peu un calvaire. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, tu as des relations sentimentales. Tu les as tous connues au Danemark pendant ta PMA, c'est ça que t'as dit? Non, pas du tout. Non, j'avais des relations en France. Mais pendant le Covid, il y a 2 de mes relations qui m'ont quitté. Donc, oui.
Et ben il ne m'en reste qu'une aujourd'hui, à ce jour. Et voilà. Bon, j'écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que j'aurais oublié? Non, pas spécialement, je crois pas. D'accord. On arrive désormais à la question de fin de podcast. Même si c'est un mot qu'on a peu utilisé pendant ce podcast, on y reviendra sans doute en bonus. Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle du polyamour, celle que tu as en tête quand tu penses à ta vie et à ton rapport à lui? Alors, ça peut être polyamour ou un autre mot si jamais tu ne l'utilises pas d'ailleurs. Alors, j'utilise polyamour parce que c'est celui qui est connu de tout le monde et que du coup, c'est quand même beaucoup plus facile de l'utiliser, mais je suis effectivement très mal à l'aise avec ce mot-là. Moi, je suis plutôt en amour libre. Je suis plutôt pour la liberté globale, en fait. Dire je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, on n'a pas à s'en parler si on veut pas et on fait comme on veut. Ma définition, c'est juste de dire tant que ça se passe bien, on est ensemble et puis après on verra. On n'a pas de, enfin, je sais pas. C'est vraiment une question. Pour moi, c'est vraiment une question de liberté, de se dire que nos possibles sont des possibles, qu'on n'a qu'une vie et que autant les saisir quand on peut et que du coup, je j'ai pas de pression par rapport à ça. J'utilise amour pluriel. En fait, pour moi, polyamour, ça veut juste dire plusieurs amours. Enfin, je veux dire d'un point de vue juste réel, c'est ça que ça veut dire. Et tout le côté éthique qu'on met par derrière me dérange énormément parce que il part du principe que la déconstruction c'est facile, que le milieu social va pas influencer sur nos capacités à gérer le fait de pas être dans une case ou pas. Enfin, moi, je viens d'un milieu social un peu bohème, un peu artistique, un peu machin. C'était beaucoup plus facile pour moi, où ma mère disait qu'elle était bisexuelle, que pour plein d'autres gens qui sont plus pauvres. Enfin, moi, j'habite dans le 93 maintenant. Ils peuvent pas en fait vivre au grand jour comme moi ce genre de choses. Donc déjà, je trouve que c'est un peu facile de parler d'éthique et de mettre sur ces grands chevaux les gens qui trompent ou qui font des choses comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes possibilités de vivre comme on veut nos amours au final. Et puis moi, je m'en fous en fait. Je pense pas que ce soit plus éthique ou moins éthique d'être en relation mono, en relation poly, en relation ouverte, en relation comme si. Je m'en fous. C'est pas un sujet. L'éthique est pas un sujet pour moi, même si quand je décris ma façon de faire du polyamour, je coche toutes les cases du polyamour éthique. Mais pour moi, je sais pas plus éthique qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est pas lié à ça, l'éthique, pour moi. Voilà. Eh ben, je te remercie pour cet entretien, et puis à bientôt, peut-être. Oui. À bientôt.